Nous savons que les boiteries sont une des premières causes de réforme pour le cheval de sport. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Olivier Geffroy, chirurgien orthopédiste et spécialiste en médecine sportive. Bonjour Olivier. Bonjour Simon. On entend souvent parler d'arthrose. On sait que c'est une maladie qui est multifactorielle, notamment avec une composante héréditaire. Est-ce que ça occupe une part de plus en plus importante dans ta pratique? Alors, l'arthrose, je ne sais pas. On va dire que les arthropathies, c'est-à-dire l'ensemble des choses qui vont affecter une articulation, fait l'objet de plus en plus de soins. Non pas forcément qu'elles soient de plus en plus fréquentes, mais parce qu'on rentre dans un niveau de plus en plus fin dans la façon de les accompagner, de les soigner, de les gérer. Je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, quand on voyait un cheval, souvent c'est qu'il était boiteux. On était déjà avancé dans le processus arthrosique et on essayait de faire ce qu'on pouvait. Je pense qu'aujourd'hui, les chevaux sont beaucoup mieux suivis, beaucoup mieux soignés. On les voit plus tôt, on cherche des signes plus petits et du coup, en même temps qu'on soigne, on essaye de gérer, on essaye de prévenir l'apparition de ces formes graves qui sont des formes invalidantes pour la carrière. Là encore, prévenir, c'est mieux que guérir. Olivier, tu es le vétérinaire traitant de nombreux cavaliers de haut niveau, dont Nicolas Touzin, chez qui nous sommes aujourd'hui. Est-ce que toi, tu remarques des affections différentes selon le type d'épreuve? Et évidemment, chaque discipline va solliciter l'appareil ostéo-articulaire d'une certaine façon, qui va être liée au type de travail, à l'âge du cheval, à la nature des sols, et qu'en fonction de tout ça, on va avoir en face de nous des choses très différentes. Si on prend un jeune galopeur, comme je le dis, il est jeune, il a des tissus très élastiques, donc il va avoir des lésions d'hyperextension, donc des lésions au niveau des carpes par exemple. Il va avoir des lésions d'hyperextension au niveau des tendons, donc souvent des tendinites, ce qu'on appelle des corps-lésions, c'est-à-dire en plein milieu du tendon, à l'endroit où ça tire le plus. Sur les chevaux de sport, qui sont des chevaux qui sont vraiment dans le technique, c'est des chevaux plus vieux, donc on va avoir des lésions différentes, donc on va avoir des arthropathies qui vont aller vers l'arthrose si on ne fait rien. Et on va avoir par exemple des arthropathies des boulets fréquemment, sur les chevaux de complet ou sur les chevaux de CSO qui sollicitent beaucoup, par exemple lors des réceptions, leur boulet ou leur doigt antérieur. On peut avoir des affections de pied sur ces chevaux de sport. Sur les chevaux de dressage, par exemple, on va avoir beaucoup plus de focus sur les postérieurs, avec les boulets postérieurs ou les jarrets si on parle d'arthropathie. Même chose pour la sollicitation des tendons. Alors, le cheval de concours complet, par exemple, est un cheval auquel on va demander de travailler vite. Donc on va retrouver une partie des affections du galopeur, c'est-à-dire des tendinites du fléchisseur superficiel du doigt, alors que sur le cheval de saut d'obstacle, qui travaille moins vite, mais avec beaucoup de réception, qui sollicite fort les boulets, on va avoir plus facilement, par exemple, des affections du ligament suspenseur du boulet, qui ressemblent à des tendinites. Sensu stricto, on appelle ça des desmites, mais c'est quand même le même type de pathologie. Sur le cheval de dressage, par exemple, là encore, on va charger l'arrière-main, donc on va avoir beaucoup de troubles sur les suspenseurs postérieurs, de la même façon. Donc oui, on a, fonction des sollicitations qu'on a, on a réellement des pathologies dominantes qui sont différentes. Et puis, puisqu'on est dans le technique, eh bien, on a des affections dorsales qui sont celles qu'on peut nous aussi connaître quand on fait du sport à un certain niveau. Mais il faut vraiment prendre un grand soin de son dos. Et que plus le dos va mal, plus on va mal utiliser ses jambes, plus on va avoir d'affections distales sur les membres. Concernant les chevaux de concours complet, à qui on demande d'être performants dans 3 disciplines, comment se passe la préparation? Est-ce que tu préconises quelque chose de particulier pour minimiser le risque de blessure? Il y a un premier aspect qui est de soigner la santé globale du cheval. Le cheval, on va dire un athlète qui a un fonctionnement ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire tout son corps participe à l'effort. Eh bien, les tendons vont être moins sollicités, ils vont être d'une manière plus souple, plus élastique. On comprend bien que en regardant un cheval, c'est peut-être moins parlant, mais si vous regardez un lévrier courir, vous voyez que tout son corps fonctionne. Donc il plie son dos, il plie et il a une foulée extraordinaire. Le cheval le fait de manière moins visible, on n'est pas sur un lévrier, mais néanmoins s'il a mal au dos, à la même vitesse, ça veut dire que le travail des membres est augmenté, puisqu'il va à la même vitesse. Et donc, en soignant une affection de dos, si on donne du mouvement au dos, quand le cheval va galoper, tout simplement, il va moins solliciter ses tendons. C'est pour expliquer ce côté un peu aspect global de la santé. Après,
Le cheval de complet, c'est un triathlète avec lequel on est obligé de faire des compromis. Parce que la discipline reine, c'est le cross, même si de plus en plus ce sont des vrais triathlètes, on demande plus en dressage, plus en saut d'obstacle. Mais néanmoins, le critère qui fait que le cheval va rester en discipline ou pas, c'est ce qui se passe au moment du cross. Donc, il faut prendre soin par rapport à ce que ça entraîne dans les deux autres disciplines. J'entends par là que ce sont des chevaux qui sont un peu dans le sang, qui vont avoir un dos moins fort, par exemple, qu'un cheval de dressage. Et donc, si jamais, en les rassemblant, on ne respecte pas ce petit delta qui est un manque de force, le cheval il va avoir mal au dos et on va retomber dans les problèmes sur le cross. De la même façon, si on ne respecte pas ces particularités-là dans le travail, on va avoir un cheval il va être plus raide le lendemain du cross, il va faire des barres au concours. Donc, il y a cette notion d'abord d'avoir une gymnastique globale, un vrai travail de fond qui va être commun aux trois disciplines, qui va permettre d'économiser le cheval. Et puis après, plus le cheval rentre dans un travail intense, plus malgré tout ce qu'on dit, il peut se passer un certain nombre de choses qui vont aboutir à une tendinite. La tendinite, elle est toujours moins aiguë que ce qu'on croit. Il y a des événements qui sont passés en amont. Par exemple, un cheval qui commence à avoir mal à un pied va surcharger un membre, et en surchargeant le membre, le tendon va être plus sollicité. En étant plus sollicité, il va commencer à se léser. Donc on a souvent une phrase pré-clinique qui est très discrète, mais qui est très intéressante parce que c'est celle qui va permettre, si on la détecte, de la prendre en charge et d'éviter d'aller dans la phase clinique. Dans l'exemple que j'ai pris, si on soigne le pied du côté opposé, on va éviter la tendinite. Mais ça aurait pu être soigner le dos, ça aurait pu être... Donc il y a cette notion d'aller chercher des petits signes et de prendre en charge les choses quand elles sont dans une phase de début. Alors ça nécessite d'être très très minutieux dans son examen clinique. Ça nécessite aussi un travail d'équipe autour du cheval, parce que parfois c'est le maréchal ferrant qui va avoir une petite défense au ferrage, qui va dire attention, il se passe quelque chose, le cheval n'est pas comme d'habitude. Ça peut être le groom qui va détecter une chaleur qui a été là le mercredi, mais qui n'est pas là le lundi quand le vétérinaire passe. Ça peut être l'ostéopathe qui voit que le cheval protège une partie de son cours. Et tout ce travail-là, c'est à la fois ce qui permet de prévenir les tendinites, et c'est aussi ce qui permet d'aller vers le haut niveau, d'aller chercher plus de performance. Et ce qui est bon, c'est qu'on va chercher plus de performance avec plus de bien-être et de confort pour le cheval. On vient de parler de palpation des tendons. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Expliquer une palpation, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense que le mieux, ça serait que je te montre comment je fais. Eh bien, on y va. Allez. Je te suis. Bon, la première chose, Simon, c'est que pour moi, je conçois l'examen clinique comme un dialogue avec le cheval. Donc, pour une bonne palpation, il faut que j'ai établi un lien avec le cheval et aussi que j'ai un cheval qui soit attentif à ce que je suis en train de lui faire. Et à partir de ce moment-là, ses réactions vont faire partie de l'examen. Après, qu'est-ce qu'on regarde sur la palpation d'un tendon ? On regarde les trois signes principaux qui sont la déformation, la chaleur et la sensibilité. Chez l'homme, on rajouterait la rougeur, chez le cheval, ce n'est pas très facile. Donc ça, c'est trois signes qu'on va observer, et pour le faire finement, il faut connaître l'anatomie des tendons sur le bout des doigts. Donc je vais commencer à palper mes tendons, pieds posés. Et je vais pouvoir voir, en détaillant chaque tendon, est-ce que j'ai une déformation ? Est-ce que j'ai une sensibilité, même si ce n'est pas l'examen de choix, mais en passant le doigt sur le champ du tendon, on peut quand même avoir des informations. Et je vais rechercher de la chaleur. Et ce qui est un peu intéressant souvent, c'est de comparer avec l'autre membre. Et ça, c'est un examen que le groom, la personne qui soigne le cheval, doit savoir faire, parce que c'est un examen, peut-être la chaleur n'est pas présente au moment où je fais mon examen. Sur l'examen debout, donc, je vais palper, je vais individualiser mes différents tendons. Le fléchisseur superficiel du doigt, qui est le plus palmaire, qu'on peut aussi appeler perforé, que je sens ici, voilà. Ensuite, juste devant, dont je sens les deux bords, moins palpable, mais c'est mon fléchisseur profond du doigt, qu'on appelle aussi le perforant, que je sens jusque-là. Là, il commence à être recouvert par la gaine digitale. Et lui, je vais pouvoir aussi le palper dans le creux du pâturon, puisque lui, il va s'insérer dans le pied, sous la troisième phalange. Sur les côtés, on a les deux branches du fléchisseur superficiel. Plus en avant, difficile à palper
mais je sens une toute petite dépression à côté, ce qui est plutôt un bon signe. J'ai ma bride carpienne qui s'insère derrière le carpe et qui va venir rejoindre le fléchisseur profond à peu près dans son tiers distal. En avant de tout ça, j'ai mon suspenseur du boulet qui n'est pas palpable en haut, il est dans le canal métacarpien. À peu près, presque à mi-hauteur, il devient palpable. Et j'ai mes 2 branches qui viennent s'insérer ici sur les os sésamoïdes. Et plus bas, j'ai mes 2 brides qui, elles, vont venir s'insérer sur le tendon extenseur. Donc voilà, j'ai déjà une bonne palpation et pas mal d'indications. Pour bien sentir, pour compléter ces informations et surtout pour bien sentir la sensibilité, je vais demander au cheval de me donner sa jambe. Bon, par habitude, c'est un examen standard. Si je lève le membre, je vais aussi évaluer la mobilité, etc. Ce n'est pas l'objet. Sur les tendons, je vais commencer par les palper, les 2 lobes de mon fléchisseur profond dans le creux du pâturon. Je vais remonter. Évidemment, la région de tout notre intérêt, c'est la région métacarpienne, puisque c'est la plus sollicitée, c'est là où on a le plus de lésions. Donc je vais repalper mon tendon et avant, je vais faire ce que j'appelle mon zéro. C'est-à-dire que toute sensibilité n'est pas normale. Si on appuie au-delà d'un certain seuil, eh bien, on peut avoir une réaction. Donc là, par exemple, sur le fléchisseur superficiel, j'appuie, je n'ai pas de réaction. Donc bon. Mais souvent, par exemple, sur le suspenseur, si j'appuie, arrive un moment, je vais avoir une réaction. Ça ne veut pas dire qu'il y a une lésion. Ça veut dire que le cheval me dit à ce stade-là, c'est sensible. Donc je vais répéter, quand j'ai une sensibilité comme ça, je vais répéter mon examen à la même force. Et je vois que ma réaction s'atténue pour disparaître. Donc ça, c'est une réaction normale. Si j'avais eu une lésion, une douleur, en répétant ma palpation, la réaction, au contraire, aurait augmenté puisque j'aurais réveillé, en quelque sorte, la nociception de la région. Et après, à la fin, avec une pression plus petite, j'aurais une réaction au moins aussi grande. Je reprends la même chose que tout à l'heure, sauf que là, je vais pouvoir individualiser mes tendons puisqu'ils sont détendus. Donc là, je repalpe en détail mon fléchisseur superficiel. Là, il est entre mes 2 doigts parce que j'arrive à passer mon index entre le superficiel et le profond. Donc j'ai aussi des indications sur son élasticité, sa nature, son induration, etc. Je vais palper derrière mon fléchisseur profond, toujours pareil. Ma bride carpienne, tout en haut. Et pour le suspenseur, comme j'ai détendu mes tendons, avec mon pouce, je peux, dans la partie où il est à l'intérieur du canal métacarpien, je peux pousser mes tendons fléchisseurs sur le côté et je peux venir sentir mon tendon et appuyer, exercer une pression qui serait très intéressante si on avait une réaction de sensibilité ou de douleur. Je peux faire exactement la même chose en interne, sur le côté de mon métarudimentaire. C'est un petit peu plus difficile de pousser les tendons, mais j'y arrive et je viens appuyer sur la zone d'insertion du suspenseur juste en haut du canon. Je poursuis en descendant en bas. Je peux faire rouler un petit peu en quelque sorte mes 2 branches de suspenseur. Donc là, voilà, j'ai une bonne palpation qui est tout à fait normale. Et si je veux, je peux l'étendre pour mieux les palper, simplement avec le poids du pied. Voilà, très bien. Et je peux aussi parfois avoir envie d'aller faire une pression vraiment de l'anthèse, que je sens très bien, en position fléchie, où là, je sens très bien l'anthèse sur l'os sésamoïde et j'ai une très bonne palpation. Donc voilà, en faisant comme ça, on a quand même vraiment déjà un bon examen des tendons qu'on peut compléter avec une échographie en routine ou si on a un doute.